Bienvenue sur la présentation qui vous permettra de calculer des modèles cinématiques de réducteurs. Nous ferons des applications particulières pour les trains simples et les trains épicycloïdaux. L'objectif est d'être capable de déterminer le rapport de transmission pour un mécanisme à roue et engrenage complexe. Dans un premier temps, nous reverrons comment obtenir la relation pour les trains simples car c'est fondamental pour comprendre les calculs plus complexes qui suivront. Dans un second temps, nous verrons la démonstration de la relation de Willis pour les trains épicycloïdaux, car elle est simple à retenir et vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement de ces trains élaborés. Ensuite, nous ferons une application pour un réducteur complexe et puis nous terminerons avec des remarques sur la relation entre les puissances, le rendement et les couples. Observons maintenant la relation pour les trains simples. Donc, les engrenages, de la même manière les roues de friction, roulent sans glisser. Les engrenages roulent sur leur rayon primitif et on a le rayon primitif qui vaut la moitié du diamètre avec le diamètre qui vaut le module fois le nombre de dents et de cette manière on obtient les données géométriques. Donc pour une vitesse de rotation de l'entrée oméga E, donc de la poulie ou de l'engrenage de rayon primitif RE, on va obtenir une vitesse oméga s de sortie selon la relation oméga s sur oméga e égale moins RE sur RS ou moins ZE sur ZS dans le cas des nombres de dents puisque les modules se simplifient. Alors ce signe moins est valable pour les contacts extérieurs. Observons si la roue E tourne dans le sens trigonométrique, alors la roue S tourne dans le sens opposé sensoriel. Ensuite, on observe un croisement entre oméga S et son rayon associé, oméga E son rayon associé. Ce croisement est systématique et pour s'en rappeler, on peut faire une analogie avec le vélo. Si je souhaite que la roue qui est liée donc au pignon tourne vite, eh bien, il faudra mettre un grand plateau au niveau du pédalier. Donc, il y a le croisement entre le grand pignon et la grande vitesse. À l'opposé, si je veux faire tourner les jambes rapidement, donc le pédalier rapidement, je vais plutôt mettre le grand pignon à l'arrière. Si on souhaite démontrer cette relation par la cinématique, il faut observer la spécificité de ce mécanisme. Elle est au niveau du roulement sans glissement en I. Et donc on exprime ce roulement sans glissement. La vitesse de I qui appartient à S par rapport à E est nulle. Et on la décompose en une vitesse de I qui appartient à S par rapport à 0, une vitesse de I qui appartient à E par rapport à 0. Ces deux vitesses appartenant à des points qui appartiennent à des solides dont les mouvements sont des rotations autour d'axes fixes, il suffit d'appliquer la relation de Varignon pour les retrouver. Passons maintenant à l'étude des trains épicycloïdaux. Dans le cas général, ce type de train peut sembler difficile à appréhender. Cependant, dans le repère du porte-satellite, on remarque que le système se comporte simplement comme deux trains simples. Observez donc la vidéo à droite. Pour obtenir la relation cinématique dans les trains épicycloïdaux, dite relation de Willis, la première étape indispensable est de s'assurer d'être dans la présence d'un train épicycloïdal. Cela est caractérisé par le fait qu'une des liaisons pivots qui tient un des engrenages n'est pas fixe par rapport à la référence. Ainsi, dans le cas présent, on voit bien que l'engrenage bleu a une liaison pivot qui tourne. Donc observez les liaisons pivots. Si elles sont fixes par rapport au bâti, ce sont des trains simples. Si en revanche ces liaisons sont susceptibles de tourner, vous êtes en présence d'un train cycloïdal. Dans un second temps, il vous faut absolument identifier les différents éléments du train. Le premier, assez évident, est le satellite. C'est celui qui est lié par cette fameuse liaison pivot qui a un mouvement de rotation. Ensuite, la pièce qui porte le satellite est simplement appelée porte-satellite. C'est donc l'autre élément de cette liaison pivot. Et finalement, les deux engrenages avec lesquels le satellite est en contact sont les planétaires. Déterminons donc la relation de Willis pour un train épicycloïdal de type 2.
La première étape est d'identifier les éléments de ce train. Nous observons que la liaison pivot qui se trouve ici a son axe de rotation qui tourne autour de l'axe qui se trouve ici. Nous avons donc un axe de rotation qui n'est pas fixe et nous sommes donc en présence d'un train épicycloïdal. On en déduit que le satellite de ce train est la pièce numéro 2. Le porte-satellite est donc inévitablement la pièce numéro 4. Et puis, pour déterminer les planétaires, on regarde quels sont les engrenages en contact avec le satellite. On voit qu'il y a un contact engrenage ici, et donc 1 est un des planétaires, et un contact engrenage ici, 3 est un autre planétaire. Dans un deuxième temps, nous allons nous placer dans le repère du porte-satellite. L'avantage de nous placer dans ce repère est que l'axe des liaisons pivot est fixe, que ce soit pour cet engrenage ou pour celui-ci. On peut donc établir les relations avec la même méthode que pour les trains simples. Donc la vitesse de l'engrenage 2 par rapport à l'engrenage 1, c'est simplement le nombre de dents de 1 sur le nombre de dents de 2, je croise. Pour déterminer le signe, je regarde est-ce que c'est un contact intérieur ou extérieur. J'observe que ces roues se touchent par l'extérieur. Et donc, il y a changement de signe. Je mets un moins. Attention, la relation des trains simples est valable dans le repère du porte-satellite. Donc, les vitesses sont par rapport à 4. Je fais pareil pour le deuxième train simple et j'obtiens donc Z2 sur Z3. Ici, 3 est une couronne et l'engrenage 2B est à l'intérieur de celle-ci. Donc le rapport, ce sera Z2B sur Z3 et puis le signe sera positif puisque nous avons un engrenage interne. Maintenant, nous allons combiner ces deux relations de manière à éliminer la vitesse du satellite 2 et obtenir un lien entre la vitesse des deux planétaires dans le repère du porte-satellite. Donc tout simplement, on obtient moins Z1 sur Z2A fois Z2B sur Z3. Ici, il suffisait de faire le produit des deux relations, mais dans certains cas, il peut être nécessaire d'inverser une des relations de manière à faire disparaître la vitesse du satellite. Finalement, par composition des vitesses, je peux faire apparaître la relation de Willis. Donc la vitesse de 3 par rapport à la vitesse de 4. Si on utilise la composition des vitesses dans le repère de référence, ce sera la vitesse de 3 par rapport à 0 moins la vitesse de 4 par rapport à 0 divisé par la vitesse de 1 moins la vitesse de 4. Et ça, c'est la raison du train. Vous remarquez qu'ici, le satellite a un nombre de dents différent de A pour le train de gauche et de B pour le train de droite. C'est une caractéristique des trains de type 2. Si l'on vous demande d'établir la relation des trains épicycloïdaux à l'aide des outils de la cinématique, eh bien, il faut appliquer le même raisonnement que pour la démonstration des trains simples. Quelle est la particularité de ce mécanisme? Eh bien, c'est qu'il y a roulement sans glissement au point de contact entre les engrenages. Ici, les points de contact sont les points A et B. Je vais dans un premier temps m'occuper du point A, mais nous obtiendrons il faudrait faire la même démarche au point B pour obtenir toutes les équations du train. Donc, concentrons-nous au point A. Au point A, nous avons la vitesse du point A qui appartient à 2 par rapport à 1 qui est nul. Ça, c'est le roulement sans glissement. Ensuite, je vais décomposer ces vitesses. Si vous les décomposez dans R0, il pourrait être compliqué de combiner les relations. C'est possible, mais ça demande un peu plus de travail. Le plus simple est de se placer dans le repère du porte-satellite. Ainsi, nous combinerons facilement avec la relation trouvée en B. On a donc la vitesse de A appartient à 2 par rapport à 1 qui est égale à
la vitesse de A qui appartient à 2 par rapport à 4, moins la vitesse de A qui appartient à 1 par rapport à 4. Maintenant, on exprime les vitesses avec la relation de Varignon, c'est-à-dire le déplacement des vitesses. La vitesse de A qui appartient à 2, dans le mouvement de 2 par rapport à 4, nous connaissons la vitesse du point O2, elle est nulle. Par déplacement du point, on peut trouver la vitesse du point A. Pour la vitesse de 1 par rapport à 4, eh bien, nous connaissons la vitesse du centre O de la liaison pivot dans le mouvement de 1 par rapport à 4, elle est nulle, c'est la caractéristique d'un pivot, et donc en se déplaçant, on trouve la vitesse de A. En projetant la relation correctement, vous retrouverez la relation précédente, qui est donc oméga 2 par rapport à 4 sur oméga 1 par rapport à 4 égale Z1 sur Z2. Avec un signe moins. Bon, bien sûr, dans un premier temps, vous l'obtenez avec les rayons. Voyons maintenant comment appliquer notre méthode sur le cas d'un réducteur complexe qui fait intervenir plusieurs trains de réduction. Donc, le travail proposé est d'obtenir la vitesse d'un rouleau d'imprimerie. Il y a deux moteurs en entrée, leur vitesse est de 1500 tours minute, un moteur pour la petite vitesse, un moteur pour la grande vitesse. En grande vitesse, les deux moteurs sont combinés. On cherche donc la vitesse du rouleau de la sortie 1, donc aussi la vitesse de rotation notée 28 ici. La première étape est d'identifier la nature des réducteurs. Est-ce qu'il y a des trains simples? Est-ce qu'il y a des trains épicycloïdaux? Est-ce qu'il y a d'autres types de trains? Donc ici, on observe qu'entre 34 et 13, on a une réduction du type Rouvis sans fin. Donc je le note. Et puis, est-ce que j'ai des trains simples? Alors, première démarche, est-ce que les liaisons pivots ont l'air fixe? Eh bien, on observe que ici, par exemple, cette liaison pivot a l'air fixe, mais cet engrenage est en contact avec celui-ci, dont la liaison pivot est mobile. Elle fait des mouvements de rotation, son axe fait des mouvements de rotation. De la même manière, ici, cet engrenage tourne autour d'un axe fixe, mais celui-ci tourne aussi. Donc nous avons affaire à un train épicycloïdal, l'engrenage 37 ayant un axe de rotation en mouvement de rotation lui-même. Donc 37 est un satellite d'un train épicycloïdal. En conséquence, 17 est son porte-satellite, puisque c'est sa liaison pivot qui le tient. Et puis les planétaires sont les pièces 19 et 25 en contact avec le satellite. Si je regarde le train de gauche, je remarque 17 est en rotation autour d'un axe fixe, mais 36, son axe de rotation, tourne autour de lui-même d'un autre axe. Donc nous avons de nouveau affaire à un train épicycloïdal. 36 est son satellite, son porte-satellite est 28, et ses planétaires, donc, quelles sont les pièces en contact? 8 et 17. Établissons les relations de ces trains. Nous allons commencer par le train épicycloïdal de droite. Donc ce train dispose d'un porte-satellite 17, d'un satellite 37 et de planétaires 19 et 25. Établissons les relations pour les demi-trains. Nous écrirons donc les vitesses de rotation par rapport au porte-satellite 17 comme référence. Donc commençons par exemple par le planétaire 25 par rapport au satellite 37. Nous avons affaire à une denture intérieure puisque 37 est à l'intérieur de la couronne 25.
Donc c'est une relation positive entre Z37 et Z25. Pour le deuxième demi-train, nous avons la relation suivante. Avec un moins, puisque c'est un contact extérieur. On combine les deux et on fait la composition des vitesses pour obtenir la relation de Willis, donc en éliminant le satellite. Donc je me place dans la référence du bâti, je ne note pas par rapport à 0, je pars du principe que s'il n'y a rien, c'est par rapport à la référence. Donc ici, nous sommes en présence d'un type 1 et le nombre de dents de 37 se simplifie puisqu'il n'y a pas de différence à gauche ou à droite. Le premier train est traité. On peut maintenant traiter le second. De la même manière, nous obtiendrons finalement, il nous reste le réducteur roue-vis sans fin. Et donc, la vitesse de rotation de 13 sur la vitesse de rotation de 34 est égale donc au nombre de dents de 34. En fait, ici, c'est une vis, donc à son nombre de filets, sur le nombre de dents de 13. Maintenant que les différentes relations pour les trains sont établies, il s'agit de les combiner pour obtenir la vitesse recherchée, la vitesse de sortie, en fonction des vitesses connues, ici les vitesses des moteurs. Si on vous demande un rapport de réduction, eh bien le rapport entre la vitesse de rotation de sortie et la vitesse de rotation d'entrée. Donc ici vous pouvez observer les trois relations que nous avons obtenues. Et maintenant, nous allons faire les simplifications avant d'aller plus loin. Donc ici, la première chose à rechercher, c'est est-ce que des vitesses sont nulles. On observe que le planétaire 8 est lié au bâti. Ainsi, sa vitesse est nulle. Et il sera plus facile d'exploiter cette relation de Willis. Ensuite, l'objectif est de progresser de l'entrée ou des entrées. Ici, nous avons deux entrées vers la sortie. Donc, par exemple, nous allons traiter la relation du train de droite. Et donc, si on veut aller des entrées vers la sortie, il faut obtenir la vitesse de rotation de 17 en fonction des autres vitesses d'entrée. Donc, exprimons oméga 17. Il faudra bien sûr utiliser cette relation, la première. Et pour cela, la mise en forme classique de Willis n'est pas très pratique. La première étape est de mettre l'équation en ligne. Donc, on multiplie par le dénominateur, ce qui met l'équation à plat. Ensuite, on peut facilement factoriser les oméga 17 et puis la préparer de manière à faire apparaître la variable recherchée, oméga 17, en fonction des variables oméga 25 et oméga 19, vitesse de rotation des satellites. On va procéder de la même manière pour le train de gauche. Et donc cette fois-ci, la vitesse recherchée, la vitesse de 28, qui est là aussi la vitesse de la sortie 1 recherchée, et nous allons essayer de l'exprimer en fonction de oméga 17. Même méthode, nous mettons en ligne la relation de Willis, puis nous factorisons de manière à obtenir oméga 28. Ensuite, il s'agit de terminer. Pour terminer, nous devons injecter dans la relation 1
la relation 3 en observant que la vitesse de rotation de 34, de 13 et de 25 sont les mêmes. Et puis, donc nous pouvons injecter la relation du premier réducteur, ici, relation 3, dans la relation 1. Et donc nous obtenons la vitesse de 17 en fonction des vitesses des deux moteurs. Et puis nous pouvons injecter la vitesse de 17 dans la relation 2 pour obtenir la vitesse recherchée. Je vous laisserai conclure par vous-même. Repassons les éléments essentiels de la méthode de résolution pour un réducteur complexe. Donc dans un premier temps, nous devons identifier les trains de réduction, leur type et leurs éléments constitutifs. Ainsi, ici, nous étions en présence de deux trains. Il fallait identifier leur planétaire, leur satellite, leur porte-satellite et d'autres trains, dont ici, par exemple, un roue vis sans fin. Ensuite, il fallait établir les relations cinématiques pour les différents trains. Une fois que ces relations sont établies, il s'agit d'identifier d'éventuelles simplifications pour progresser plus rapidement dans le calcul. Par exemple, ici, la vitesse de rotation de 8 était nulle. Une fois que ces simplifications sont faites, il faut exploiter ces relations. Les relations de Willis ne sont pas très pratiques sous leur forme de fraction, et donc on préférera les mettre en ligne et les conditionner de manière à progresser vers la sortie recherchée. Donc on remarque aussi que la relation de Willis lie trois variables. Ainsi, deux doivent être connues pour progresser, donc la relation seule ne suffit pas en général à obtenir la vitesse de sortie. Une fois que toutes ces relations sont conditionnées, il s'agit de les combiner pour exprimer la sortie en fonction de l'entrée. Pour cela, on peut s'aider du schéma pour voir quelle équation injecter dans laquelle. Pour conclure, observons la relation qui existe entre la puissance, le couple et le rendement dans les réducteurs. Lorsque l'on étudie un système, la relation cinématique est souvent insuffisante pour conclure sur tous les points du cahier des charges. Il peut donc être nécessaire d'étudier la relation entre le couple d'entrée et le couple de sortie, qui dépend du rapport cinématique et du rendement. Pour un système qui dispose d'une entrée et d'une sortie, par conservation de l'énergie, on trouve que la puissance de sortie est égale à la puissance d'entrée. Si le rendement mu de ce système est différent de 1, c'est-à-dire s'il y a des dissipations modélisées, eh bien, on a une puissance dissipée, alors la puissance sortie utile, ce sera le rendement multiplié par la puissance d'entrée. Pour une machine tournante, on trouve que la puissance est égale au couple multiplié par la vitesse de rotation. Ainsi, dans le cas des réducteurs, on trouve que le rendement multiplié par le couple d'entrée fois la vitesse de rotation d'entrée, c'est-à-dire puissance d'entrée, est égal à couple de sortie, vitesse de rotation de sortie. Si on a obtenu le rapport cinématique vitesse de rotation de sortie sur vitesse de rotation d'entrée que l'on note K, on trouve alors que couple d'entrée fois mu est égal à couple de sortie fois K, et puis finalement le rapport couple de sortie sur couple d'entrée est égal à mu sur K. Donc on observe que dans le cas d'un rendement de 1, le rapport couple sortie sur couple d'entrée c'est l'inverse du rapport cinématique, et puis sinon le couple sera réduit par le rendement. Donc on remarque que sur un réducteur classique, le rendement n'impacte que la relation des couples, pas la relation cinématique, sauf si le système admet du glissement, par exemple si on a un système de roue de friction ou une transmission continuellement variable. Merci pour votre attention.